peut dire que le bilan de Sotchi est un bilan en demi-teinte, dans la mesure où étaient présents les acteurs du format d'Astana, donc les Turcs, les Russes et les Iraniens, ainsi qu'un certain nombre de groupes d'opposition, parmi lesquels les plateformes d'opposition, par exemple d'Astana ou de Riyad, mais il manquait quand même un certain nombre d'acteurs clés, notamment les Kurdes syriens, et la plateforme d'opposition de Riyad, qui, à l'issue d'un vote, a décidé de ne pas participer à cette manifestation. Si bien que l'absence de ces deux acteurs-là, qui sont importants, faisait peser un peu le risque d'un déficit de légitimité sur la réunion de Sotchi. En revanche, la présence et la participation de Staffan de Mistura, qui est l'envoyé spécial de l'ONU, évidemment, est venue crédibiliser cette démarche diplomatique des Russes. Alors, concrètement, sur quoi on a abouti à Sotchi? On a abouti à la constitution d'un comité pour la réforme constitutionnelle, qui était là aussi auquel les Russes tenaient beaucoup, puisque ça fait un certain temps qu'ils mettent en avant un projet de constitution pour la Syrie, qui a, fait des mécontents, notamment chez les Turcs. Là, finalement, on s'est entendu donc, sur la création de ce comité que les Russes souhaitent transférer désormais à Genève, au processus de Genève, donc sous contrôle de l'ONU. Par ailleurs, on s'est également mis d'accord, là aussi de manière assez houleuse, sur une conclusion, je dirais commune en 12 points, de cette réunion, et enfin sur une déclaration un petit peu générale sur la nécessité d'en appeler à la communauté internationale pour aider la Syrie à surmonter les conséquences de la guerre. Mais je dirais le résultat principal, c'est la formation de ce comité pour la réforme constitutionnelle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le processus d'Astana et le processus de Genève sont deux processus qui n'ont pas les mêmes objectifs. Le processus d'Astana, mené par les Russes, les Turcs et les Iraniens, est un processus qui vise principalement à mettre en œuvre des mécanismes d'ordre militaire et sécuritaire sur le terrain pour geler dans des zones très délimitées, très spécifiques, les hostilités, afin de créer un climat, je dirais, un peu plus propice à la reprise des négociations et notamment à la tenue de Sotchi. Cela dit, Sotchi s'est tenu alors même que des combats violents avaient lieu à Idlib et dans la région d'Afrin. À Genève, on est dans un autre contexte, on est dans un contexte de discussion diplomatique, politique, sur l'avenir, je dirais, de la Syrie post-conflit. Et dans quelle Syrie, ensuite, on va évoluer, avec quel régime politique. Donc le but des deux plateformes n'est pas le même. Les Russes ont toujours mis en avant le fait que le format d'Astana n'était pas un format concurrent de celui de Genève, mais un format complémentaire. Ils disent la même chose de Sotchi en expliquant qu'ils ne cherchent pas du tout à pirater entre guillemets le processus de Genève, mais à l'aider à repartir. Parce que le fait est que le processus de Genève en lui-même est complètement gelé depuis des mois et n'avance plus, si bien que effectivement les Russes cherchent à le réactiver par d'autres moyens. Évidemment, il y a des soupçons d'un certain nombre d'acteurs que les Russes cherchent à le pirater, notamment quand ils ont émis l'idée de Sotchi. Il y a eu une levée de boucliers chez les Saoudiens, même chez les Turcs, qui étaient très très méfiants, et chez d'autres acteurs, pour expliquer que finalement, tout devait continuer sous le patronage de l'ONU, qu'il ne fallait pas sortir d'un cadre onusien. La présence de Mistura à Sotchi, évidemment, a permis de désamorcer un peu ces réticences aussi. Donc, la situation demeure très instable, principalement dans trois régions, toujours dans la Ghouta orientale, donc qui est une région adjacente à la capitale de Damas. Il y a toujours des combats qui se déroulent entre les forces loyalistes et des groupes rebelles. Dans l'enclave kurde d'Afrin, contre laquelle les Turcs ont déclenché une opération il y a quelques jours, et dans la région adjacente d'Idlib, en tout cas dans le sud de cette région adjacente, où là aussi les forces loyalistes, et à l'aide de l'aviation russe, frappent des groupes terroristes pour les déloger de cette région. Soit dit au passage, la zone de d'escalade d'Idlib, par conséquent, est formellement enterrée avec ces combats. Les Russes mettant tout de même en avant qu'ils ne se battent pas contre des groupes qui ont adhéré à cette zone de désescalade, mais contre des groupes terroristes, notamment Front al-Nosra. Les Turcs ont toujours dit que pour eux les Kurdes étaient des groupes terroristes, par conséquent ils ne sont pas considérés comme devant être, je dirais, épargnés par un quelconque mécanisme de déconfliction.
À l'est de la Syrie, dans le désert, la situation est un peu plus, je dirais, relativement plus stable. On a une présence militaire américaine très forte. Mais il subsiste des poches de l'État islamique, principalement dans le désert en fait, qui continuent de mener ça et là des opérations, des raids, mais d'une part et d'autre part, dont les combattants cherchent à fuir la Syrie à travers divers moyens pour rejoindre soit d'autres théâtres de guerre en Afghanistan, en Libye, soit rentrer dans leur pays d'origine, en Europe par exemple. Mais disons que pour ce qui est ensuite du processus de discussion de politique lui-même, le problème c'est qu'au sein du trio d'Astana, les trois parrains, donc Russes, Turcs et Iraniens, n'ont pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, les Russes sont clairement dans une démarche de réamorcer le processus diplomatique et politique. Alors que pour les Turcs et les Iraniens, tous ces mécanismes de désescalade et ces mécanismes de stabilisation ont purement une visée tactique qui vise finalement à calmer le jeu pendant un certain temps afin de regrouper les troupes et dessiner la suite des opérations militaires. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une logique guerrière, ils privilégient encore la logique guerrière sur la logique diplomatique. Alors ça c'est la grande question, c'est déjà quel était l'armement employé, et ensuite par quel réseau il a pu rejoindre la main du groupe qui l'a employé contre l'avion russe. Les Russes disent qu'il s'agit d'un groupe terroriste, enfin du Front al-Nosra, clairement désigné comme étant un groupe terroriste. Cela dit, ça fait pas l'unanimité, certains experts russes mettent en avant que en fait c'est un groupe terroriste pro-turc qui l'aurait utilisé, et un groupe terroriste qui normalement serait affilié à l'armée syrienne libre, qui est d'obédience turque. Donc évidemment ça poserait problème dans le cadre des relations russo-turques, où ils sont objectivement, je dirais, partenaires, où Russes et Turcs sont objectivement partenaires. Effectivement, en ce qui concerne les mécanismes de défense, enfin, ce type de missiles, un certain nombre de manpads, c'est comme ça qu'on les appelle, auraient été livrés notamment aux forces kurdes par les Américains. D'autre part, on sait que les Américains se seraient toujours abstenus de livrer ce type d'armement à des groupes considérés comme étant radicaux ou étant trop proches de groupes radicaux, de peur qu'ils finalement n'aboutissent dans les mauvaises mains, comme on dit, et que ça se retourne contre des avions de ligne classiques, ou même qu'on abatte des avions de la coalition. On peut imaginer que ce soit un armement qui a été acheminé aussi vers les groupes terroristes par d'autres circuits, à travers la Turquie principalement, pour je dirais, abattre les avions russes au-dessus d'Idlib. Pour l'instant, ça reste très difficile de déterminer, en fait, de tracer l'origine de ce matériel-là. Pour l'instant, on ne sait pas quel matériel concrètement a été utilisé. On rentre dans une nouvelle phase militaire, c'est-à-dire que depuis le début de l'intervention russe jusqu'à pratiquement la fin de l'année dernière, on était principalement dans une phase, je dirais, de reconquête de terrain militaire assez classique à travers la mise en œuvre d'une guerre classique, avec de l'aviation qui vient appuyer des troupes au sol, de l'artillerie qui prépare les assauts par les troupes au sol. Donc finalement, une technique de guerre plutôt classique. Désormais, l'enjeu pour les forces loyalistes, ça va être de tenir tout ce terrain qu'ils ont conquis, et ça va pas être une mince affaire compte tenu des gros problèmes que rencontre l'armée syrienne, notamment en termes d'effectifs, pour tenir toutes ces positions-là. La nature du conflit va évoluer, puisque désormais on va être beaucoup plus dans des opérations de guérilla, d'insurrection et de contre-insurrection, dans un certain nombre de localités et de parties de la Syrie. En ce qui concerne la région d'Idlib, on reste quand même dans des opérations de reconquête de terrain, puisque c'est une grande région qui, globalement encore, est sous contrôle de différents groupes rebelles ou terroristes, et alors qu'à Afrin, les Turcs aussi essayent de reconquérir du terrain sur les Kurdes. Donc ce sont deux régions, si vous voulez, où on va rester un peu dans des dynamiques de conflit qui s'apparentent à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Une des conséquences de cette destruction du Sukhoi 25 samedi, c'est que désormais ces avions vont voler plus haut pour éviter d'être hors de portée de ces manpads. Alors la conséquence quand vous faites voler vos avions plus haut, c'est que les frappes sont moins précises et que par conséquent, la probabilité qu'il y ait des dommages collatéraux, y compris parmi les civils, augmente considérablement. Pour l'instant, c'est la première mesure qu'ont pris les Russes.